C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Messieurs, à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, vous le savez, c'est le 6 octobre. 6 octobre 2023, ça fait penser à un ami qui est né à cette date. Je pense au docteur Bruno Zanou, Arnaud Bruno Zanou, qui souffle une bougie. De plus, c'est un fidèle téléspectateur de Eden TV. Joyeux anniversaire à vous et on ne peut que vous souhaiter le bonheur. Si vous nous suivez et que vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, nous ne vous oublions pas. Joyeux anniversaire à vous aussi. Aujourd'hui, le Forum des rédactions s'intéresse donc à deux sujets essentiels. Projet de budget de l'État 2024, la séparation des pouvoirs à rude épreuve, c'est une grosse interrogation. Vous comprendrez pourquoi cette question à partir des analyses de nos débatteurs sur ce plateau. Et puis on parlera de cette réforme au niveau de la presse, réforme des médias, j'allais dire, l'avant-projet en validation, réforme du secteur des médias, l'avant-projet en validation. Nous allons également en parler. Madame, Messieurs, voilà un peu autour de quoi va tourner ce débat de 52 minutes avec mes analystes politiques. Nous allons observer une courte pause tout en vous notifiant que c'est Dr Boris qui est à la réalisation de cette émission. Au son, c'est Alain Alou, à la diffusion Martin Toïsset. Et puis celui-là qui nous permet de vous suivre sur toutes les plateformes, c'est bien modeste, Roundé Kondji. On observe une courte pause et on retrouve nos débatteurs. Chef-moi. Nous allons donc retrouver nos débatteurs. C'est des gens qui sont habitués de ce plateau. Je voudrais commencer par ma gauche. Mac Goudianou, bonjour ou bonsoir. Bonjour Maury, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Eden TV et Diaspora FM. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous et de pouvoir partager ces quelques moments d'analyse et de décryptage. Devrais-je le repréciser, vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Info au Zénith. Comment se porte le journal? Très bien, malgré les fluctuations du moment, avec les aléas dans la presse au Bénin. On tient debout, on est en train d'observer comme tout le monde. On va en parler ici tout à l'heure. Très avec bien. Plaisir. Très bien. Merci Magoudianou. À ma droite, celui-là, il est bien connu. Il est connu. Désormais, c'est un habitué du plateau, même si parfois il est capricieux. Hein, mais Laurent Roland Enriquez, bonsoir. Vous voulez parler de quel caprice? Caprice, pas vos occupations, qui vous empêchent de répondre parfois aux invitations. Comprenez qu'il peut arriver des moments où on a des occupations. Non, c'est pour vous Bon, chariter, oui, vous le savez. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Alors, amis téléspectateurs, amis auditeurs de Diaspora FM, bonjour ou bien bonsoir, bien évidemment. Un plaisir d'être encore là ce soir. Un plaisir d'être là ce soir. On va démarrer sans transition par le premier sujet de cette émission. Et c'est bien ce projet de budget de l'État 2024. Nous nous interrogeons si la séparation des pouvoirs est à rude épreuve. Mac Goudianou, on a entendu ça et là pas mal de réactions, surtout de la part des députés du parti Les Démocrates, et qui ont même osé voter contre le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024. Est-ce que vous voulez bien nous rafraîchir la mémoire sur ce qui se passe? Merci beaucoup Maury, merci à tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que nous sommes dans un contexte où le législateur a bien pensé à faire la séparation des pouvoirs, de telle sorte que les députés, normalement, sont dans un rôle bien défini, qui est un rôle qui est bien régi par la Constitution. Et également, le pouvoir en place est également dans son rôle, principalement. Comme on le dit, c'est l'exécutif, voilà. Et puis les autres, les honorables députés qui sont dans le rôle de législateur. Voilà. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que
on a constaté récemment qu'il y a eu en tout cas des mésententes entre les députés et entre ceux de la mouvance et ceux de l'opposition. Et ceci est né. Vous parlez de mésentente ou vous... Oui, je peux dire lorsqu'on ne se comprend pas sur un certain nombre de points. Vous voulez dire que les choses ne se sont pas faites comme... Exactement, comme cela se doit. Ouais. Comme cela se doit. Donc du coup, normalement, ça a amené en tout cas quelques prises de bec et quelques positions qui sont vraiment justifiées en la matière, parce qu'il faut reconnaître que les députés de l'opposition sont plus ou moins frustrés par la question, parce que c'est d'autant plus légitime lorsque on vous demande de pouvoir... D'abord, on vous invite à une séance extraordinaire dont vous ignorez d'abord même l'ordre du jour. D'accord. Vous ignorez l'ordre du jour. Et dès que vous venez, on vous dit que vous devez voter le budget en procédure d'urgence. Donc, du coup... Alors que même dans le cas précis, il se fait que même le budget de l'Assemblée nationale qui devait être voté en amont n'a pas été fait, avant même que le gouvernement ne demande à ce que l'on fasse ce vote en procédure d'urgence. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose, puisque le budget général de l'État, il y a le budget de l'Assemblée nationale qui est compris dedans. Donc du coup, c'est que forcément, il doit avoir le vote du budget de l'Assemblée d'abord en amont, avant que l'on ne vienne. Alors, sur quelle base le ministère des Finances ou le gouvernement a pu quand même insérer le budget de l'Assemblée nationale dans le budget général de l'État avant de demander aux honorables députés de pouvoir voter en urgence? Et en 2 heures de temps, on vous transmet un document qu'on vous dit de lire, d'analyser et de pouvoir voter en 2 heures de temps. Je crois que c'est une insulte à notre démocratie. Et lorsqu'on voit que nos dirigeants qui sont à la tête du pays et qui proclament haut et fort qu'ils sont dans la légalité et qu'ils veulent faire les choses bien, procéder de la sorte, ça amène un véritable problème. Parce que là, il faut reconnaître que c'est des intellectuels qui sont au sein du pouvoir. D'accord? Ce sont de grands cadres qui sont au sein du pouvoir. Donc, ils n'ignorent pas en réalité les textes qui régissent la République. Donc, ça veut dire que s'ils agissent comme ça, c'est qu'ils savent que sûrement ils ont un monopole, sûrement ils ont des objectifs à atteindre, et c'est selon ces objectifs et en priorisant leur intérêt personnel qu'ils font les choses par la voie de la force. Parce que je me dis... Vous estimez qu'il y a eu de la force? Oui, c'est un forcing. Il y a eu un braquage? C'est un forcing, non pas un braquage, mais c'est un forcing, qui a été cautionné par le président de l'Assemblée nationale, qui a quand même convoqué cette séance extraordinaire. Parce que si le président de l'Assemblée n'avait pas donné son quitus afin de pouvoir convoquer cette séance extraordinaire, je ne crois pas que cette séance aurait eu lieu. Et si en amont, il avait déjà pu quand même dire aux différents députés l'ordre du jour, je crois que les députés de l'opposition ne seraient même pas venus. Ils ne seraient même pas là. Donc du coup, ils étaient pris devant le fait accompli et ils ont pu relever les incongruités qu'il y avait dans la procédure. Et c'est légitime. C'est légitime parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde de mouton, on ne peut pas faire asseoir tout le monde et les traiter au même titre lorsqu'on sait qu'il y a bien de bons cadres qui sont dans l'opposition, également dans la mouvance. Mais même au sein de la mouvance, je crois que tout ce qui a été fait était frustré, même pas des gens de la mouvance, mais par fidélité au roi, ils se sont tus, ils sont restés dans leur mutisme, et c'est peut-être entre collègues qui vont en discuter hors caméra et hors salle. Donc du coup, c'est un véritable problème qui s'est posé là, et je crois que dans le développement, on va aborder également d'autres pans du sujet qui vont pouvoir quand même mieux étoffer les éléments de preuve. Très bien. Laurent Roland Tonnikes, voilà le budget de l'État, la proposition du budget de l'État 2024 qui a été donc annoncé. Les chiffres sont déjà connus, d'ailleurs j'allais dire, oui, alors que dans ce projet de budget devrait figurer le budget de l'Assemblée nationale. Les députés n'avaient pas encore voté leur budget. Et comment peut-on penser à une telle alchimie alors que nous sommes dans une démocratie où il y a la séparation des pouvoirs? Alors, il faut rappeler que le budget exercice 2024 prévu par le gouvernement est de l'ordre de 3033 milliards. Et c'est une croissance de 6,5% qui est prévue pour l'année 2024. Et normalement, quand on doit transmettre en tout cas le budget de l'année à venir à l'Assemblée nationale, il faut d'abord attendre que les autres composants de la nation envoient leur budget
d'abord au ministère des Finances. Et c'est le ministère des Finances qui intègre ces budgets-là dans le budget général 2024. Et là, maintenant, c'est à ce moment qu'on envoie le projet, en tout cas, tous les documents, on envoie ça aux députés. Mais dans le cas d'espèce, on constate que, oui, le gouvernement a dit en Conseil des ministres qu'il fallait envoyer le budget. Et lequel budget doit être adopté par les députés. Mais c'est là que le problème s'est posé. Et l'honorable Ouassangari Kama, qui est monté au créneau, et qui a d'ailleurs saisi la Cour constitutionnelle pour dire qu'il y a vice de procédure. Vice de procédure en ce sens que les articles 141 et 144 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipulent clairement que c'est l'Assemblée nationale qui élabore son budget, envoie au ministre des Finances, qui l'intègre au budget général, et une fois ce travail fait, on renvoie maintenant tout le projet, en tout cas aux députés, qui doivent étudier et adopter. Mais à leur surprise, en tout cas, je reprends ces mots, qu'il y aurait un budget fictif qui a été attribué à l'Assemblée nationale et que c'est pour ça que lui estime qu'il n'y a pas eu respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous allez constater? On a été tous surpris de voir que, après cette situation, cette dénonciation du député de l'opposition du Parti des démocrates, on s'est rendu compte qu'il y a une audience, une plénière, le lundi, et donc on a voté en procédure d'urgence le budget de l'institution parlementaire. Je rappelle que le Parlement, c'est la deuxième institution du pays, et c'est une institution de contre-pouvoir parce que les députés ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement et de voter des lois. Mais si on doit voter le budget des députés en procédure d'urgence, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui presse si tant. Pourquoi toute cette pression-là pour que les députés votent? Les députés ont-ils eu le temps nécessaire de se prononcer sur le budget qui doit régir, en tout cas qu'on doit étudier pour leur institution l'année prochaine? Est-ce qu'ils ont eu suffisamment de temps pour étudier le document, pour essayer de voir les goulets d'étranglement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans une certaine mesure? Est-ce qu'ils ont eu le temps de voir tout ça? Et vous allez voir que oui, justement, quand ils sont allés ensemble pour le vote, sur les 109 députés, seulement 112 députés ont voté. Et les députés de l'opposition ont voté contre. Donc cela montre clairement qu'il y a un problème parce que nul ne pouvait, en tout cas les députés de l'opposition, le budget, quand c'est voté, c'est pour aussi leur bien. Mais ils ne peuvent pas se lever du même pour la tête parce qu'ils veulent se faire plaisir, eux-mêmes pour montrer qu'ils sont opposants et ne pas refuser de voter le budget. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut régler, mais qu'on n'a pas réglé au préalable. Et là, on veut, d'ailleurs même vous allez voir que c'est devenu le mode opératoire. Malheureusement, depuis 2018, toutes les lois on a voulu voter au Parlement, 2019, bien évidemment, on est allé en procédure d'urgence. C'est-à-dire que vous quittez ici Eden TV à 18h, vous allez chez vous, vous apprenez qu'il y a une loi qui est en étude à l'Assemblée nationale, ils sont là peut-être à 23h, j'ai comme l'impression que c'est on le fait semblant, quoi. Tout le monde va dormir, et on se réveille à 6h du matin, on dit que telle loi a été déjà votée. Et on ne le fait pas en journée pour autant pour que les gens puissent suivre le débat sur la radio parlementaire aussi. Donc il y a cette manière de faire les choses qui est propre à la 8e législature que les gens ont tout fait de transplanter au niveau de la 9e législature. Et d'ailleurs, quand vous suivez l'honorable Abibou Ouroukoubou qui s'est prononcé sur Radio Fraternité FM, il a dit que malheureusement, que les députés de la mouvance ont comme l'impression qu'ils sont encore dans la situation du Parlement monocolore de la 8e législature. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'il y a des députés de l'opposition qui les suivent comme du lait sur le feu. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et moi, je me suis dit, mais alors, si cette erreur a été faite et que les députés de l'opposition en arrivent à dénoncer, notamment Ouassangari en parle et que Abibou Ouroukoubou aussi, en parle, cela suppose que, est-ce qu'entre-temps, on n'a pas érigé ce mode opératoire-là en norme à un moment donné? Est-ce que, et si on retournait en arrière pour voir, de 2019, 2020, 2021, 2022, comment est-ce que le budget a été voté? Est-ce que les budgets votés au cours de ces années-là ont été véritablement des budgets voulus par le Parlement? Ou bien, entre-temps, c'est des budgets qu'on a insérés et que ça s'est imposé au Parlement. Je ne dis pas que c'est comme ça. Mais c'est notre devoir aussi d'aller chercher à savoir comment est-ce que ces budgets ont été votés en ce moment. Parce qu'on ne peut pas avoir une disposition et ne pas respecter la disposition. J'ai pu lire quelque part que l'honorable Hassan Seibou, suppléant du ministre d'État Abdoulaye Biotchane à l'Assemblée nationale, qu'il s'est prononcé, il a tenté de justifier. J'ai suivi aussi, mais je me dis à un moment donné, une fois que le règlement intérieur le dit,
il n'y a plus autre justification. Si vous avez l'habitude d'aller outre mesure, les lois qui existent ou les tests qui existent, il va falloir travailler maintenant à se corriger parce que vous n'êtes plus seul comme avant. On avait 80... Là, vous dites que c'est parce que les démocrates sont maintenant au Parlement qu'on a su peut-être... je dis, c'est peut-être cette ça. manière de procéder ou Oui, bien... parce qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne se faisait... On peut croire que cela ne se faisait pas comme ça les autres années. Voilà. Maintenant, le budget qui a été voté, c'est vrai que je n'ai pas eu le document envoyé par l'Assemblée nationale, par le gouvernement de l'Assemblée nationale, pour savoir quel est le montant du budget. Mais tout le monde a dit que le budget voté finalement en procédure d'urgence est de 24 milliards. Et donc, est-ce que c'est le même montant ou bien c'est un montant différent? Je suis en train de... Par rapport... Oui, c'est-à-dire que... Au montant inscrit dans le budget... Le premier budget qui a été préparé, oui. Est-ce que c'est le même montant? Si c'est sensiblement le même montant... Le problème ne se pose pas. Non, le problème se pose. Justement. Parce que si ça a été voté en procédure d'urgence et que le montant qui est dans le premier document envoyé est égal au montant voté en procédure d'urgence, cela suppose que les gens, en réalité, nous cachent des choses. Ah oui? Oui, ils nous cachent des choses parce que si le montant était élevé ou moins que ça, on comprendrait que peut-être ça vient réellement des députés. Mais si le montant qui a été voté maintenant n'est pas différent de ce qui est dans le budget, ça veut dire qu'on a juste fait du formalisme pour continuer. Je pense que le député qui s'est prononcé a déjà dit les choses autrement. Oui, c'est-à-dire que... Parce qu'on leur a donné des documents. Oui. Les documents proviennent d'où? Est-ce que ce sont eux qui ont travaillé sur les documents? Voilà. Ou bien n'ont-ils pas le droit de travailler sur leur budget à l'Assemblée nationale? C'est autant de choses. Autant de choses. Et on est en droit de se poser des questions pour dire pourquoi cette manière de faire les choses alors qu'il y a des tests dans la République qu'on doit respecter. Et Magoudianou, cette situation quand même intrigue nombre de Béninois qui se posent des questions, puisque le député même s'est exprimé en disant que nous sommes dans une séparation de pouvoir entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Les choses devraient se faire d'une manière catholique, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chef de l'État est demandeur de cette façon de faire les choses ou bien c'est des gens qui tordent le cou à nos lois et qui ne respectent pas les textes de la République? Quelle est votre analyse? Ce qui est un peu paradoxal dans ce qui est arrivé, c'est que dans le même temps que vous êtes gouvernant, vous êtes au pouvoir, et que vous demandez aux citoyens, d'accord, de respecter les textes de la République, c'est que dans le même schéma, vous-même qui représentez, d'accord, le pouvoir en place, autant le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif, vous êtes à même de violer les textes allègrement. Et ce qui est même plus grave, c'est que vous tentez même de justifier les textes que vous avez violés. C'est très grave. Quel exemple vous donnez à la génération qui vient? Ça veut dire que à un moment donné, lorsque vous avez le pouvoir en vos mains, ça veut dire que vous pourrez en faire l'usage qui vous plaira, autant qu'il y ait des tests qui existent quand même pour justifier la chose, mais vous aurez eu à faire comme bon vous semble. Alors dans ce cas, les citoyens qui sont de l'autre côté, qui vous observent, quelle serait leur analyse par rapport à une telle situation? Ça veut dire qu'à un moment donné, étant donné qu'on a le pouvoir, on peut faire les choses à notre manière, quitte que ça suit les règles en matière de droit ou que ça ne suive pas. De toutes les façons, on le fait et il n'y a rien à faire. Puisque du moment où les députés savent qu'ils sont majoritairement de la mouvance au sein de l'hémicycle, et à travers la 8e législature, l'on sait tout ce qui s'est passé comme, je dirais, désordre, et aujourd'hui on est à la 9e législature, on pense également que ce sont les anciennes habitudes que l'on avait au niveau de la mandature précédente qui doivent être reconduites en oubliant une seule chose, c'est-à-dire que parmi nous, parmi eux, il y a au moins les députés de l'opposition qui ne sont pas forcément là pour être contre tout ce que le gouvernement fera ou tout ce que les députés de la mouvance feront, mais ils sont là également pour avoir un regard plus attentif et plus rigoureux sur les procédures qui doivent être faites et également sur les lois, si effectivement les lois sont respectées. Et je crois que c'est ce que les citoyens lambda demandent, la plupart d'entre nous, nous demandons. C'est qu'on puisse voir de façon claire tout ce qui se fait. Puisque en réalité, on a compris que
à la 8e législature, il y avait eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Et donc on était confronté à cette réalité-là parce qu'on n'avait pas su à quel moment ça a été fait. Et on nous dit que, OK, telle loi a été votée, telle loi a été publiée, et jusqu'on se met devant le fait accompli. Mais aujourd'hui, maintenant, on se rend compte qu'avec la présence des députés de l'opposition, l'on puisse voir de façon très claire comment est-ce que les députés de la mouvance se sont comportés par le passé et ils ont reconduit les mêmes et mauvaises habitudes vers la 9e législature. Et c'est ça qui cause problème aujourd'hui et qui est frustrant parce que vous ne donnez pas du tout un exemple. Vous ne donnez pas un exemple à la génération qui monte. Et vous êtes tous des pères de famille, vous êtes tous des intellectuels. Et de ce point de vue, ils ne sont pas du tout des exemples. Et lorsque vous n'êtes pas des exemples, je crois que c'est déjà difficile aux populations de croire en vous, de croire en vos qualités, même en vos rangs respectifs. Même lorsque vous êtes un cadre donné et que vous assumez une fonction, mis à part la fonction d'être député, ça veut dire que ça pose un problème puisque parmi eux, il y a des professeurs. Parmi eux, il y a des docteurs. D'accord? Tous ceux-là iront devant leurs étudiants leur enseigner quoi? Ils iront leur dire quoi? Parce qu'en réalité, ça ne cadre pas du tout. Ça détient également de la morale. Il y a des professeurs de droit. Il y a des professeurs de droit dedans. Donc, quand vous comportez ainsi, ce n'est pas vous qui viendrez devant vos étudiants pour leur dire, OK, lorsqu'il y a les tests, il faut les respecter rigoureusement. Il n'y a même pas d'erreur à faire. Alors que vous-même, vous savez que quand vous étiez député, vous avez violé les tests allègrement. Je crois que les députés de l'opposition ont fait bon de pouvoir quand même lancer une procédure au sein de la Cour constitutionnelle pour pouvoir, en tout cas... une fois que le Parlement a convoqué une plénière et que le budget de l'Assemblée nationale a été voté en procédure d'urgence, je crois que quelque part... Mais des tests ont été violés quand même. Les tests ont été violés. On espère bien que... Le problème est que nous sommes en début octobre. Le député s'interrogeait si il y avait urgence à voter en procédure d'urgence. C'est dans la deuxième semaine d'octobre normalement. C'est dans la deuxième semaine d'octobre normalement que cela devait être fait. Selon les tests, c'est dans la deuxième semaine d'octobre. C'est quoi l'urgence? Il y a quelle urgence là? Est-ce que vous voyez l'urgence? L'urgence, oui, moi je vois l'urgence. L'urgence, c'est quoi selon vous? On veut vite voter le budget pour savoir comment mobiliser les moyens parce qu'on a beaucoup de grandes choses à faire pour le Bénin en 2024. C'est vrai qu'il faut remarquer que... Pourquoi vous voulez vous prononcer? Nous, on est pressés de voter notre budget et de fonctionner pour le Bénin des Béninois. Pourquoi pas? Pourquoi vous êtes comme ça? En réalité, dans le fond, ça ne gêne même pas. C'est ce que veut dire, c'est que... En fait, dans le fond, dans le vote du budget, il n'y a même pas de changement en tant que tel. C'est vrai qu'il y a une légère régression par rapport à l'année précédente où le budget a baissé un peu parce qu'à l'année passée, on était à plus de 25 milliards. Aujourd'hui, le budget, oui. À l'Assemblée? Oui, à l'Assemblée. Aujourd'hui, maintenant, on est à 24 milliards. Également, ça veut dire que ça a diminué un peu. Mais en réalité, le problème ne se trouve pas là. Donc, dès que le problème se pose et qu'on voit que vous avez violé des tests sur des choses élémentaires, ça veut dire que si des choses plus graves, vous pourrez encore faire pire que ça. C'est ça le danger, au fait. Ce n'est pas dans le vote, en réalité. Ce n'est pas dans le vote, non. Je pense que on va peut-être leur accorder une situation atténuante. Parce que moi, comme je le dis, je ne vais peut-être pas être dur avec eux. Parce que je me dis, bon, ça a été peut-être érigé en homme à un moment donné. Et comme ce que vous savez faire, c'est ça qui vous tue, mais le plus souvent, ils se sont exposés en montrant que, bon, peut-être que la procédure n'avait jamais été respectée comme cela se devait. Et que le budget avait été peut-être élaboré chaque fois en lieu et place pour les députés. Malheureusement, c'est pas... Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit davantage faire très attention. Si les 83 députés de 2019 à 2023, en tout cas, perdent aux âmes des députés disparus au cours de cette mandature, si ces gens étaient entièrement acquis à la cause de la mouvance et qu'on s'était permis de faire ce qu'on veut parce qu'il n'y avait pas d'opposition à l'Assemblée nationale, il faut que le gouvernement se rende compte, peut-être que ça leur échappe souvent de se rappeler qu'au Parlement béninois, désormais, il y a 28 députés de l'opposition. Et d'ailleurs, même en dehors des 28 députés de l'opposition, il y a des députés de la mouvance qui sont silencieusement aussi opposants. Et donc, les choses ne sauraient continuer, on ne saurait continuer à faire les choses de la même manière. Il doit pouvoir comprendre, se rendre compte qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Tout ce que vous avez érigé en homme qui est illégal, ils ont l'obligation de les corriger ici et maintenant pour ne pas davantage s'exposer au peuple. Parce que le débat qui a cours maintenant, parce qu'il n'y a pas l'honorable Hassan Seyibou qui a tenté de justifier. Mais écoutez, vous pouvez justifier, utiliser toutes les langues du Bénin pour justifier. Mais une fois qu'on sait
que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit ceci, et que vous n'avez pas respecté, et que vous trouvez des raccourcis pour justifier, le peuple vous comprend davantage. D'abord, le peuple déjà qui avait des griefs contre vous, qui sait, ou bien qui a toujours pensé que vous ne faites pas les choses normalement, et que vous brimez les droits des uns, que vous faites peut-être, vous tordez le cou parfois à la loi pour votre plaisir. Si des choses comme ça sont dénoncées, c'est que davantage, ils sont décrédibilisés devant le peuple. Et la conséquence doit être une catastrophe pour eux, peut-être à l'horizon 2026. C'est peut-être les signaux de ce qui peut arriver dans les prochaines années, bien évidemment, qui se passe maintenant. Nous sommes encore en 2023 où les députés ont été élus en janvier 2023. Oui. Nous sommes encore en 2023 et on commence comme ça avec le premier budget que ces députés doivent voter pour le Parlement béninois, pour le gouvernement, pour l'État béninois. Et ça commence comme ça. Il y a des lois qui viendront certainement. Les opposants auront un œil assez rigoureux, un regard assez rigoureux sur les documents qui vont passer à l'Assemblée nationale. Et davantage, si le gouvernement en place continue de faire de telles erreurs, davantage le gouvernement va se décrédibiliser. Et à un moment donné, va se discréditer, pardon. Et davantage, les Béninois vont les mettre, en tout cas, les auront en aversion. Et il y a un problème, c'est que dans les urnes, le résultat peut se faire sentir, même si on sait qu'on croit qu'on peut toujours continuer à maîtriser la situation. Magoujanou, pour finir avec ce sujet, devant de telles situations, la réaction qu'a adoptée, la position qu'a adoptée les démocrates, elle est normale. Oui, c'est quand même leur budget, mais ils ont voté contre le budget. Oui, vous savez, ils ont dit d'abord, en votant contre leur budget. En votant contre leur budget, je crois qu'ils ont défendu leur position. Ils ont dit les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voté pour ce budget-là. D'abord, un document qu'ils n'ont pas assez analysé parce qu'ils ont reçu le document tardivement et on leur dit, vous devez exploiter le document pendant à peine 2 heures de temps et que vous devez donner vos avis et vous devez voter. Encore que le règlement intérieur de l'Assemblée n'a pas été respecté. Normalement, un budget qui doit intervenir, le vote d'un budget qui doit intervenir dans la 2e semaine d'octobre, on le met au début octobre. Alors déjà, le 26 septembre par là, le gouvernement déjà transmet son budget. Donc du coup, il y a tellement d'incongruités qui ont été faites qui font que les députés de l'opposition avaient de bonnes raisons quand même de pouvoir souligner les grèves qu'ils avaient quand même contre la procédure. Je crois que c'est tout ce qu'on attend d'eux. C'est tout ce qu'on attend d'eux parce que n'y étaient ces députés de l'opposition. Peut-être on ne serait pas en train de faire ce débat sur la question. Ça aurait passé peut-être et on n'en saura même pas. On aurait même cru que effectivement les députés avaient même déjà eu à voter. Ils vont nous faire croire que les députés avaient déjà eu à voter en amont leur budget déjà, peut-être nuitamment, comme ils ont l'habitude de faire, puisqu'ils travaillent généralement dans la nuit pour pouvoir faire leur vote généralement. Donc, on viendra, bon, je ne sais pas, hein, non, moi, on viendra nous informer jusque ça a été fait à telle nuit. C'est une question que je vous pose. Ça a été fait à telle nuit. C'est ce qu'on entend les gens dire. Généralement, ils ont... Pourquoi je parle de maniance? Généralement, ils ont horreur de travailler la journée, c'est la nuit. Moi, je me suis réveillé le matin. C'est la nuit, ils aiment travailler. Donc, du coup... Le mardi matin, j'ai vu que le budget de la semaine nationale a été voté en procédure d'urgence. En procédure d'urgence, en laissant les... Et c'est comme ça quand vous dormiez que ça a été voté. En fait, c'est la plupart du temps, depuis 2019, les députés de la 8e nous ont habitués aux lois nocturnes votées nuitamment. Non, c'est pas seulement 2019. Non, avant, des lois étaient votées la nuit. Mais à partir de 2019, là, nous avons été davantage habitués aux lois nuitamment votées. Donc, c'est là que le lendemain, on prend connaissance de ce qui a été fait. Vous apprenez qu'il y a tel... Mais les députés n'aiment pas vous perturber, en fait. Non, ah bon. Vous savez que d'habitude, on a l'habitude de suivre même tout ce qui se fait à l'Assemblée. Non, mais c'est ce que vous dites. Ils ont même une télévision actuellement. Vous suivez à un moment donné, vous avez sommeil, quand même, vous avez boulot le lendemain. Vous allez vous coucher. Vous allez vous coucher le lendemain matin, vous vous réveillez, on vous dit que c'est... Mais Laurent, la preuve que même... Quand on arrive à une pause d'une heure qui dit 5 heures... La preuve. Monsieur Guy Mori Agua. Monsieur Guy Monsieur Mori Agua, dites-vous tranquillement que ce sont des pères de famille, d'accord, d'un certain âge, d'accord. Ce sont des pères de famille d'un certain âge
qui vont s'asseoir, d'accord, toute la journée à l'Assemblée. D'accord? Et c'est la nuit qu'on leur dit qu'on doit travailler. Ils vont dormir. Si seulement on pouvait nous permettre de laisser les caméras, d'accord, dans la salle toute la nuit pour pouvoir voir, vous verrez que la plupart, beaucoup n'ont pas participé à ce vote-là. Beaucoup seront en train de dormir. Parce que déjà, même vous, en tant que jeune... Beaucoup vont se comporter comme l'enfant qui, dans le cas de maître, a dit, mais qui a compris ça, il dit, moi, il se lève finalement. Exactement. Bon, en fait, tout le monde lève la main, et puis on vote, on passe à autre chose. Parce qu'on est fatigué. On veut vite rentrer pour aller voir madame. Il faut rentrer pour aller voir madame et les enfants. Non, en fait, non, il y a un problème. Il y a sérieusement un problème. Et je crois que ça, il va de l'intérieur du gouvernement en place. Il doit faire très attention à tout ce qui peut se passer du côté de l'Assemblée nationale. Sinon, en réalité, le peuple va davantage découvrir les supercheries. Et je ne souhaite pas ça parce que, comme je le dis, la conséquence peut être immédiate plus tard. Mais ce que je veux dire pour finir, c'est que les députés de l'opposition, je me réjouis qu'ils ne dorment pas. Je me réjouis qu'ils ne dorment pas et qu'ils sont aux aguets et qu'ils cherchent les moindres détails pour se prononcer dans une certaine mesure. Et davantage, on les attend sur ce terrain, qui se prononcent sur les questions essentielles, qui engagent la vie de l'État, qui engagent la vie des Béninois. Parce que quand on parle du budget, normalement, quand on parle du budget, écoutez, je suis d'accord que les députés de l'opposition aient voté contre. Pourquoi? Parce que dans le bureau de l'Assemblée nationale, c'est seulement le vice-président qui est de l'opposition. Le vice-président n'est utile que quand le président est empêché. D'accord? Mais le président et le questeur, c'est qui? C'est quelqu'un dans la mouvance. Donc, c'est eux qui sont ordonnateurs du budget, c'est eux qui maîtrisent le budget, qui manipulent le budget de l'Assemblée nationale. Donc, au fond, il faut leur permettre, en réalité, à tous les députés de relire le document sur le budget de l'Assemblée nationale et de soulever les insuffisances et de mettre en place, aussi, de faire des amendements également, proposer des choses. Mais quand on dit à procédure d'urgence, on sait qu'au fond, ce n'est que eux peut-être qui maîtrisent, qui pourront décaisser, donner des instructions, ces choses. Moi, je pense que, tel que les choses se passent, Patrice Talon est en train de finir son second mandat. D'accord? Il veut être célébré à la fin de son mandat. Même si les députés lui vouent allégeance, les députés de la mouvance lui avouent allégeance à 100%, il faut que de temps en temps qu'il les rappelle à l'ordre pour respecter ce qui est test dans la République. Parce qu'après, c'est lui qui portera le fardeau. Je pense que c'est pertinent ce que vous dites. Oui, il faut remarquer que dans les arguments que servaient les députés de l'opposition, c'est qu'ils estiment que le gouvernement ne leur a pas encore transmis le document, bien que ça a été discuté déjà en Conseil des ministres, et que du moment où ils n'ont pas encore pris le document, donc c'est supposé que ce n'est pas encore officiel, donc ils attendent d'abord. Mais un document qu'on étudie déjà en Conseil des ministres, ça veut dire que c'est sans votre budget. Oui. Sans votre budget. Et vous dites que, est-ce que c'est plausible? En fait, il y a même pas plausible. Non, il faut préciser, parce que ceux qui nous suivent, les gens vont parfois nous dire que nous, on fait de la supputation et qu'on exagère, on fait de la polémique inutile. Ce qu'il faut préciser, pour envoyer le document du budget à la nation, il faut un décret qu'on prend. Et le décret a été pris en Conseil des ministres. C'est ça. D'accord? Si vous prenez un décret en Conseil des ministres, pour annoncer... Mais avant de prendre le décret, je ne vous arrête pas. Il faut que l'Assemblée vote son budget, qu'on intègre... Non, j'en viens, attendez. C'est-à-dire avant qu'on ne prenne le décret pour annoncer qu'on veut introduire... C'est que ça veut dire qu'on a fini d'étudier le document en Conseil des ministres. Ouais. Et c'est quand on a fini ça qu'on prend le décret. On ne saurait prendre un décret sur un document qui n'existe pas. Donc, que les gens qui viennent justifier pour dire que non, qu'ils n'ont pas encore pris le document, pourquoi c'est la supputation, je crois qu'eux-mêmes, finalement, ils sont en train d'insulter leurs parents qui les ont envoyés à l'école. Oui, parce qu'un document, je suppose que c'est le budget. Dès que vous l'avez, vous l'étudiez, vous finissez, vous prenez un décret pour transmettre ça. Mais vous prenez le décret et vous dites que le document n'est pas, une fois que le document n'est pas envoyé, qui veut tromper? C'est comme si après le décret, on va encore compléter le document. C'est comme si après le document qu'on veut maintenant compléter le document. Non, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne se trompe pas. Nous avons tous été à l'école. Mais l'essentiel est que le document soit transmis. Oui, mais écoutez, ce que je dis, c'est ça. Avec quel élément? Avec quel élément? C'est que le document soit transmis. Si je vous donne un mouton d'aller mettre dans la corde qui est là-bas, où je vous apporte la corde, le mouton ira dans la corde. Oui, mais ce qu'on dit, c'est simplement réagir. J'ai compris, j'ai compris. Donc, écoutez, c'est une erreur. Reconnaissons que c'est une erreur.
C'est et tout. corrigeons ça et ne faisons plus ça à l'avenir. C'est simple. On n'a pas, nous sommes des Ah, humains. même c'est Aucun homme, nul n'est parfait. Tout homme est perfectible. Moi, À un moment donné, quand nous faisons des erreurs, reconnaissons que nous avons fait une erreur. Moi, je ne suis pas ministre de la République. Mais prenons du recul et corrigeons. Mais je vous comprends. Oui. Je vous comprends. Si on nous fait des erreurs, Je crois c'est- que même la plupart des L'erreur- députés de la mouvance, ils savent qu'il y a Oui. erreur. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ne sont pas sortis pour pouvoir commencer par parler à tout bout de champ. Le porte-parole va vous répondre dans quelques jours. De toute Ah, façon, je sais non, que le porte-parole, Errare- est-ce qu'il représente l'Assemblée? Le porte-parole de Non, l'Assemblée est-ce qu'il nationale. Non, représente vous les parlez du députés de l'Assemblée? porte-parole de l'Assemblée nationale. Non, du gouvernement, mais Mais c'est lui qui va répondre à la place des on veut députés. entendre le porte-parole de Il va l'Assemblée vous dire nationale. pourquoi C'est est-ce lui que- On qui veut va répondre à entendre la le place des porte-parole de députés. l'Assemblée nationale. Ils vont parler. Bon, d'accord. Ce gars, si- On je va le rappelle, passer ce gars au dit, deuxième sujet. C'est pas qu'on leur jette des pierres, mais on comprend que erreur humaine est En tout cas, moi, je ne l'erreur humaine. Moi, je ne Mais- vous laisserai Ah, pas jeter de pied à quiconque Non, ici, quand même. non, Voilà, erreur voilà. humaine est quand on fait des erreurs, on reconnaît qu'on a fait des erreurs. Et puis on s'excuse, on continue. C'est même pas de l'humiliation. Et il faut se C'est- dire également c'est qu'il se- y a c'est- d'autres qui nous c'est se faire observent. grand que de se comporter comme ça. Je fais une erreur, il y a une erreur, oui, c'est possible. Oui, Je ne savais pas que vous étiez polyglotte. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt? Mori Agua, Erreur humaine est. Mori Agua, dites-vous que d'autres pays nous observent. Hein. D'autres pays nous observent. Comme quel Bon, pays? non, Donc, du coup, non. quand Quand vous dites que d'autres pays nous observent, S'il vous plaît. la Côte d'Ivoire nous observe. le Niger aussi nous observe. Non, le Niger, bon, eux, ils vont nous attaquer. Mais je sais que tout ce que nous faisons ici, Ouattara copie ça. Nous qui prenons la démocratie, nous qui prenons la démocratie, nous qui nous sommes prenons un le laboratoire. respect, Nous sommes nous un qui prenons le laboratoire, s'il vous respect des plaît. tests, Je vous nous qui rappelle que prenons nous le sommes respect un des laboratoire. tests. Même si nous ne sommes pas un modèle pour les autres, nous sommes un modèle pour Alassane Ouattara qui parfois copie ce que nous faisons ici et applique ça en Côte C'est d'Ivoire. bien. Bon, d'autres viennent aussi voir ce que nous faisons Donc, ici. voilà. C'est à notre actif, donc nous devons faire davantage pour Voilà. que nous soyons donc Donc, imités c'est et ça. que nous soyons le laboratoire de la démocratie. Merci pour votre contribution à ce sujet. On va passer au deuxième sujet. Et il s'agit de la réforme du secteur des médias. L'avant-projet en validation et donc cet atelier prévu à cet effet doit s'être achevé, j'allais dire, hier jeudi. Et nous avons lu sur les réseaux sociaux des professionnels des médias qui s'indignent du nombre de journalistes qui sont à la table de cette étude-là. Je voudrais prendre votre position ou vos analyses parce que est-ce qu'il y a lieu d'avoir des craintes Bon, je crois si que les journalistes ne sont pas suffisamment représentés? bon, c'est vrai que si la question Bon, quand on dit suffisamment, c'est suffisamment, relatif, c'est-à-dire- oui, mais bon. c'est relatif parce que les journalistes doivent être suffisamment représentés, mais l'on se dit que les faits tiers, Est-ce que les têtes D'accord. qu'il faut sont, les faits tiers, sont là où nous il avons faut? des faits tiers. Nous avons l'UPMB qui est là, d'accord, qui représente les journalistes. Nous avons le CNPA qui est là, oui. qui représente les patrons de presse, d'accord. Nous avons, Nous avons la fédération. La FECAB. Nous avons la Fédération FECAB, Radio Communautaire du Bénin. exactement, qui représente quand ça fait même. près de 42 radios. 40 Exactement. radios. Mais mis à part ça, il y a des Il y a la Fédération experts. des jeunes professionnels des médias du Bénin. Oui, voilà, exactement. Il y a également des experts Les en jeunes professionnels, communication ils vont et en vieillir. journalisme. Nous avons des anciens présidents de la RAC Oui. qui y sont également. Donc, du coup, ils se sont forcément dit que pour ces premiers jours d'atelier, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de toute une masse pour C'est pouvoir faire l'avant-projet, le travail. Pour pouvoir faire le travail. Sûrement qu'il y aura encore d'autres travaux. Ça, j'en suis sûr. Sûrement qu'il y aura d'autres travaux. Donc, c'est avant projet, il y aura projet et puis il y aura... Voilà, donc du coup, c'est un premier travail qui a été amorcé. Et je me dis qu'on ne va pas leur jeter la pierre d'abord parce que Personne n'a demandé de jeter la pierre. parce qu'on va attendre de voir quels sont les travaux qu'ils ont faits. Encore que Vous voulez le rapport? alors qu'on n'a pas Vous- non même là-bas voulez le rapport? même là-bas est-ce qu'ils ont oui on aura même là-bas est-ce qu'ils ont le document d'accord final. Ils n'en ont pas. C'est peut-être quelques exemplaires qu'on leur a donnés de travailler dessus, d'accord, d'analyser, de donner leur point de vue dessus. Et ils se sont constitués forcément en des groupes pour pouvoir travailler et pour pouvoir quand même donner des éléments qui vont plus s'appuyer. C'est là-bas qu'ils ont eu le document. C'est là, exactement, c'est C'est là-bas là-bas. le ils ont- document avant d'aller là-bas. Voilà, c'est là-bas ils ont eu le document. Donc du coup, C'est une bonne réforme qui vient. bon, du coup, on leur accorde du crédit, on se dit, c'est un premier travail qui est en train d'être fait. Espérons que ceux qui représentent effectivement les professionnels des médias les représentent valablement, Oui. d'accord? Et qu'en réalité, les experts qui sont à leur côté
pouvoir apporter quand même plus de la matière, d'accord, pour que la presse puisse se porter mieux, puisse vraiment apporter de la matière et que ça ne soit pas, d'accord, rien que, en tout cas, une association ou bien un assemblage d'amis, d'accord, qui se sont regroupés, d'accord, en atelier à Abomey, d'accord, pour nous pondre un document qu'ils savent déjà que, quel qu'en soit Alpha, ça sera exactement déposé. Donc, du coup, on attend d'abord pour voir, d'accord, les propositions qui seront issues, d'accord, de cet atelier. On aura la chance peut-être de découvrir le document encore un peu plus, alors même que tous ceux qui sont à cet atelier n'ont pas forcément le document en entier. Peut-être ils ont eu quelques éléments de ces documents-là pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les étudier, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le document en entier. Donc, du coup, on attend de voir le travail qui sera fait et quel retour ces professionnels des médias qui représentent, d'accord, en tout cas les journalistes que nous sommes, quel retour ils vont nous faire pour dire... N'est-ce pas le moment de les appeler à la restitution? Pour leur demander maintenant, du moment où vous avez été, quels sont les points sur lesquels vous avez discuté, qui sont des points favorables, d'accord, au métier de journaliste? Quels sont les points que vous avez défendus en tant que président d'association? Alors, vous nous faites le retour. Les apports que nous, on a... Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire des retours dans ces circonstances, dans ces occasions? Je pense qu'il y a déjà un problème. Laurent, avez-vous des raisons d'avoir des craintes? Ce n'est que le document, ce n'est que l'avant-projet. Je veux rester assez optimiste, mais toujours avec des réserves. Déjà, dans la constitution de ces personnes qui participent à cet atelier, il y a des mal donne. Pourquoi? Quand vous prenez l'affaire CAM, pourquoi il y a des commerçants? Attendez, quand vous prenez l'affaire CAM, quand il y a des journalistes. Attendez, quand je parle de fait CAM, si vous allez voir, d'abord, ils ont exigé un représentant par fêtière. Il y a déjà ce problème qui se pose. Un seul représentant par fêtière. Mais sinon, le budget sera difficile à... C'est l'argent du contribuable. Ce sont des discours à chaque fois. Quand les gens veulent se faire plaisir, ils savent comment trouver l'argent pour se faire plaisir. Quand il s'agit de maintenant de véritablement réfléchir sur la situation des gens, on pense qu'on parle de budget. Non, écoutez, c'est du sérieux qu'on parle quand même. C'est de l'avenir des professionnels des médias qu'on parle. Et c'est de la vie des pères de famille, des mères de famille qu'on parle. L'affaire CAM, si vous allez voir, je parie que celui qui représente l'affaire CAM est un patron de presse. Quand vous prenez l'UPMB, c'est vrai que notre consoeur, elle n'est pas patronne de presse, mais elle n'est pas loin d'être patronne de presse parce qu'elle n'est plus dans la situation du journaliste lambda. Quand vous prenez la Fédération des jeunes professionnels des médias, Aurélien Aïssou, c'est un patron de presse. Vous prenez CNPA, c'est le patron de presse. Moi, déjà, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand vous voulez réfléchir sur l'avenir des journalistes, première chose à faire, c'est d'intégrer des professionnels des médias qui ne sont pas patrons de presse d'abord. Parce que c'est eux qui vivent ce dont nous parlons. La difficulté, c'est eux qui vivent. Quand on a parlé de convention collective ici, ça a été voté, on a dit tout ce qui devait accompagner. Mais combien de patrons de presse respectent la convention collective dans ce pays? Donc, si les patrons de presse sont ceux qui sont majoritaires à cette séance, ce qui se fera peut être à l'avantage des patrons de presse et les journalistes seront toujours seront peut-être toujours brimés, leurs droits toujours brimés dans une certaine mesure. Donc, il y a déjà ce problème-là qu'il faut soulever. Il faut davantage impliquer les professionnels des médias dans les discussions et les résolutions qui seront prises, les propositions d'action à mener pour la réforme. Mais en dehors de ça, écoutez, nous parlons d'un avant-projet et on sait que quand ça commence, l'avant-projet, quand ça va sortir, malheureusement, on va dire qu'on va faire quelques amendements, on ira changer deux articles, ou on va dire que c'est le projet, après on va changer peut-être un article, et puis ça va s'imposer à nous tous. Je voudrais suggérer à la RAC et à ceux qui représentent les professionnels des médias de se souvenir de ces personnes qui, dans la presse, ne font pas nécessairement honneur à la presse. C'est-à-dire quoi? Les gars ne sont pas très bien payés, sont obligés d'aller courir derrière certaines autorités ou certaines choses parce qu'ils doivent survivre, parce que même le patron de presse ne les paye pas bien. Il y en a tellement dans la presse. Donc, il s'agit maintenant de redorer le blason de la presse béninoise. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir à Abomey pour se faire plaisir. Et sortir. D'abord, l'avant-projet. Qui sont ceux qui ont élaboré l'avant-projet?
C'est sorti de quel laboratoire? Qui sont ceux qui ont fait les propositions? Moi, je n'en sais rien. Peut-être me dira qu'il y avait un comité, qui avait travaillé avant. Oui, attendez. Il y a des journalistes qui ont reçu les documents, qui ont lu, tout ça. Mais, oui, les journalistes qui ont reçu les documents, qui sont ces journalistes? On a dit de faire des propositions. Les journalistes, là, sont proches de... J'ai vu sur la table de certains confrères des documents comme ça à lire pour... Mouriagua, vous êtes à Eden TV. Mouriagua, vous êtes à Eden TV. Et il y a un journaliste de Eden TV que vous connaissez qui a le document qui a lu. Oui. Et il vous a fait... J'ai vu ça sur sa table. Il vous a donné... Vous avez expliqué, Non, il ne m'a rien montré. Il m'a dit qu'il a été désigné parmi... Dans ce cercle restreint là, où il faut lire le document. Vous voyez, c'est ce que je dis simplement. En réalité, on fait recours aux médias et le média propose. Ce n'est pas une affaire de club. C'est une affaire... Non, c'est pas Attendez. Vous savez... J'aurais pu vous désigner et vous remettre les documents. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire... Vous n'avez pas lu le document? Non, le problème, c'est que des gens qui sont désignés par ceux qui veulent faire la réforme sont peut-être influençables. Mais ceux que les médias vont proposer ne seront peut-être pas influençables. Il faut faire l'alliance entre les deux. C'est-à-dire que quand ils se lèvent, ils veulent faire la réforme et qu'ils désignent des gens qui peuvent faire le travail pour eux, c'est que ça veut dire que ces personnes ont eu ce privilège-là et peuvent être influençables. Par contre, si le document vient atterrir dans un média, d'accord, dans une rédaction, et que la rédaction doit se prononcer sur le document, ce n'est pas la même réaction qu'un seul document, un seul individu d'une rédaction se prononce sur un document. Et vous avez dit que c'est tout un document. Écoutez, il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la carrière des gens. Il s'agit de la situation des gens. On prie convention collective non respectée jusque-là. Personne pour dénoncer. Parce que le CNPA est assez puissant. Les patrons sont assez puissants, malheureusement, dans notre pays. Et donc, moi, je pense que c'est au-delà de ça. C'est des choses qu'il faut régler. Tant que ce n'est pas réglé, écoutez, j'ai lu quelque part, quelqu'un a dit, c'est une réforme fictive qui vient encore pour nous, qu'on va nous imposer. Et malheureusement, ça va être comme ça si on ne se lève pas trop tôt pour dénoncer. On va se réveiller un jour. On vous dira que l'avant-projet, après que ça a été projet, après on vous dira que c'est envoyé à l'Assemblée nationale. Et bon, sachant que les nôtres sont là-bas, sont majoritaires, et qu'ils sont dans la continuité de ceux qui ont annoncé la réforme, ça va être voté, bon gré, mal gré, et ça va s'imposer à nous. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Travaillons à corriger cela. Très bien. Je crois que depuis plusieurs années, ou je peux même dire depuis 1960, l'État n'a jamais voulu améliorer les conditions de travail des journalistes. L'État n'a jamais voulu. Et ça a été vraiment très encourageant de pouvoir voir le chef de l'État l'annoncer. En disant, il dit, je cite, je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est d'engager des consultations sérieuses. Il dit des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale. Des consultations sérieuses, il invite la HAC, d'accord, à entreprendre des consultations sérieuses avec les acteurs nationaux, d'accord, de la presse, d'accord. Et ensuite, pour pouvoir proposer au gouvernement des axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Est-ce que les acteurs de la presse nationale sont vraiment représentés à Abomey Tonton Park? C'est non. C'est non. Les acteurs de la presse nationale ne le sont pas. La preuve est que... Les acteurs, les journalistes sont représentés. Non. Les fêtiers sont représentés. Les journalistes en réalité en dehors des fêtiers. Les fêtiers sont là pour qui? C'est les journalistes qui siègent dans les fêtiers, n'est-ce pas? Vous savez même dans quelles conditions, d'accord, certains présidents même de certains fêtiers ont été installés avec même ça veut dire que, c'est-à-dire que nous avons même des fêtières où même nous-mêmes on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Non, mais soyons directs. Disons les choses, disons la réalité. Disons la réalité. Moi, je pense disons la réalité. Donc, du moment où ceux qui sont là-bas ne représentent pas, ou bien il y a déjà même des clans, d'accord, qui existent déjà, et que c'est selon leur bon vouloir. Et il y a des gens qui ne sont même pas membres de ces fêtiers. Oui, beaucoup. Vous avez vu récemment même. Comment je ne vais pas le savoir? Vous êtes membre d'une fêtière. Je ne suis pas membre d'une fêtière. Vous avez compris, même récemment, l'UPMB a lancé une campagne, d'accord,
invitant les journalistes faisant partie de l'UPMB à pouvoir s'acquitter de leurs obligations. D'accord. Mais est-ce que vous vous entendez déjà? Moi, je voudrais appartenir aux syndicalistes, au syndicat que vous voulez créer. Et non, c'est pour ça. C'est pour ça que quand ils vont finir de faire la réforme et que ça ne va pas arranger, je crois que nous allons créer la Confédération syndicale des professionnels des médias du Bénin, CSPMB. Et je suis mais s'ils le permettent, parce que vous ne savez pas les propositions qu'ils vont faire. Si dans les propositions qu'ils font, d'accord, si dans les propositions ils disent qu'il n'y aura pas au-delà de 2 fêtières. Non, écoutez, aucune loi n'interdit la création d'un syndicat. Mais voilà, ils disent ça. Ils disent ça dans la résolution. Non, j'ai dit un syndicat, je n'ai pas dit fêtière. Un syndicat vient pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc, il ne peut pas empêcher la création d'un syndicat. Bon, en fait, tout ça là, je dis. Mais en réalité, non, je pense. Commençons d'abord par le syndicat de. On va commencer par conclure. Non, on va commencer par le syndicat des travailleurs de DEN-TV. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il faut commencer par les rédactions d'abord. Il faut commencer par les rédactions d'abord. Est-ce que cette réalité existe déjà dans les maisons de presse? Allez balayer votre maison. Laissez notre maison à nous. Laurent Roland, on va conclure. Est-ce que le patron de presse, il va accepter un syndicat chez lui? Laurent Roland, on va conclure. Je crois que les professionnels des médias doivent davantage réfléchir et on doit davantage associer les professionnels des médias sur des questions qui engagent leur vie et leur avenir et leur carrière. C'est très important. Il ne s'agit pas de se retrouver avec les responsables des fêtières. Il s'agit maintenant de questionner le dernier journaliste du Bénin. C'est de questionner le jeune journaliste, le jeune qui a fini les études, qui est maintenant dans la presse, qui est peut-être stagiaire quelque part. D'un avenir à Dieu. Il faut le questionner. Le jeune qui est déjà à 10 ans les choses vont changer. 10 ans d'exercice dans la presse, 15 ans, il faut les questionner. Quels ont été leur parcours dans une certaine mesure? Et dans une certaine mesure, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et auxquels ils souhaitent qu'on trouve des solutions? Il ne s'agit pas, je l'ai dit, l'affaire CAB, c'est tellement, quand vous allez voir qui est là-bas, ça va être un patron de presse, l'UPMB, à la limite, c'est ça qui a notre fonction, n'est pas patron de presse, mais n'est pas loin d'une patronne de presse, parce que la manière de réfléchir n'est plus comme le journaliste des derniers des journalistes. Mais vous prenez FJPMB, c'est Aurélien, c'est un patron de presse. Quand vous prenez les autres, l'ODEM, c'est le patron de presse. Donc, autant de choses. Je pense sincèrement que nous devons réfléchir autrement. Oui, il faut dire que en dehors aux journalistes. Oui, bien sûr. Moi, je pense, bien ce qui est souhaitable, moi, à mon niveau, c'est que à la suite de ces assises-là, l'on puisse aboutir à un certain nombre de résolutions qui avantagent beaucoup plus les professionnels des médias et non que les patrons de presse, d'accord? Et lorsque je le dis, par exemple, il faut forcément que l'on puisse quand même créer des conditions, d'accord, pour peut-être je peux donner des propositions, hein, la défiscalisation, par exemple, des organes de presse, d'accord. Par exemple, le PSUE qui existe, par exemple, qui recrute des employeurs pour les structures privées et autres. Pourquoi ne pas également en recruter également pour les entreprises de presse, pour leur alléger la masse salariale, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'autres propositions. Donner davantage de la valeur à la carte de presse. Exactement. Plutôt que ce soit juste un jouet. Les avantages surtout de la carte de presse, puisqu'on n'en profite jamais. Nous espérons donc, mesdames, messieurs, un avenir radieux pour la presse. Oui, nous sommes dedans, nous sommes en train d'avancer, nous allons sortir comme d'autres. Avant nous pensons aux anciens journalistes, aux journalistes de renom du Bénin. Et donc, nous espérons que la nouvelle génération peut donc nourrir un espoir de pratiquer ce métier en étant à l'aise, comme cela se doit, en vivant vraiment de ce métier. C'est ici que nos chemins se séparent en ce qui concerne ce numéro de cette émission, le Forum des rédactions de ce vendredi 6 octobre 2023. À ma droite, c'était Laurent Roland, Toneikes, journaliste, analyste politique, qui s'est prononcé sur les 2 sujets de ce vendredi. À ma gauche, c'est Marc Goudjanou, journaliste, analyste politique, directeur de publication de Info Zénith. Merci Laurent Roland Toneikes. Merci Marc Goudjanou. Plaisir partagé. Merci de liker cette émission et de surtout la partager. Et bonne suite de nos programmes. Merci pour votre fidélité et à vendredi prochain, Inch'Allah.